Ce qui est particulièrement intéressant dans cette compréhension des maladies, c'est que ça oriente vers une piste thérapeutique, en fonction du mécanisme, pathogénique, retrouvé. On vient d'entendre la docteure Anne-Laure Chetaille. Anne-Laure Chetaille est rhumatologue adulte et pédiatrique au CHUL du CHUC Université Laval à Québec. Elle est professeure de clinique agrégée au département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l'Université Laval, responsable du cours locomoteur au préclinique. Ses recherches portent sur les maladies auto-inflammatoires et sur l'arthrite juvénile idiopathique. Elle est notre invitée pour cet épisode d'Autour de la rhumato. Bonjour, je suis votre animateur, le docteur Hugues Chamard. Je suis rhumatologue et professeur adjoint au département de médecine de l'Université de Sherbrooke. Bienvenue à ce nouvel épisode en français d'Autour de la rhumato. Nous sommes heureux d'accueillir la docteure Anne-Laure Chetaille pour notre discussion sur les syndromes auto-inflammatoires. Donc bonjour Anne-Laure, bienvenue à ce podcast Autour de la rhumato qui va parler des syndromes auto-inflammatoires. Donc, juste pour rentrer un peu dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous dises un peu qu'est-ce qui t'a amené vers les syndromes auto-inflammatoires personnellement. J'ai fait ma formation médicale en France, à Paris et à Marseille et j'ai eu la chance de bénéficier pour ma formation en rhumatologie pédiatrique de l'expertise d'Anne-Marie Prieur, qui était chef de service alors, en rhumatologie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. C'est elle qui a entre autres décrit le syndrome SINCA. Marseille est englobée dans le bassin méditerranéen. C'est un terreau génétiquement fertile en fièvre méditerranéenne familiale et en maladie de Behçet. Et j'ai bénéficié de la possibilité de diagnostiquer et de suivre des cohortes de patients. Et quand j'ai fait mon fellow à Boston, la recherche se développait dans ce domaine avec le NIH. Ma double casquette adulte et pédiatrique m'a permis d'être exposée à nombre de ces diagnostics et de développer un intérêt tout particulier pour ces maladies, dont le concept était et est toujours en émergence et description en développement. La fin des années 1990 et le début des années 2000, alors que j'étais étudiante en médecine, ont foisonné d'avancées dans ce domaine. Tout d'abord, la description des mutations génétiques, qui a débuté en 1997 par le gène de MEFV de la fièvre méditerranéenne familiale, et les fondations du concept de maladie auto-inflammatoire ont été posées par Dan Katzner du NIH en 1999. Là, présentement, je travaille au CHUL à Québec et c'est un domaine tout particulièrement adapté au travail en hôpital universitaire qui est propice aux coopérations en équipe interdisciplinaire, tant côté clinique que recherche. Donc en fait, voilà, somme toute, c'est un domaine passionnant qui est toujours en évolution. Mais oui, donc si je comprends, vous avez fait votre formation, vous étiez au tout début, en même temps où c'était décrit. Oui, c'est ça, c'est un parcours vraiment, passionnant de voir le développement d'un nouveau, domaine avec, toutes les avancées, génétiques, médicamenteuses, tous les concepts physiopathogéniques qui apparaissent. C'est vraiment une chance d'avoir traversé ces différentes étapes. C'est bien. Puis peut-être comme première question pour les auditeurs qui des fois peut-être pourraient ne pas savoir, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu c'est quoi la différence entre un syndrome auto-inflammatoire puis un syndrome auto-immun pour faire une clarification pour les personnes? Oui, tout c'est vraiment intéressant. Il faut d'abord bien comprendre les mécanismes physiopathogéniques, qui sous-tendent ces 2 groupes de maladies différentes. Heu, donc si on veut comme, penser au premier groupe historique, de maladies auto-inflammatoires, c'est les maladies qui étaient initialement regroupées sous le nom de fièvre récurrente. Le groupe historique donc comprend la fièvre méditerranéenne familiale, le syndrome hyper-IgD, le TRAPS et le CAPS. Le CAPS étant une entité regroupant, 3 formes, différentes, qui étaient en fait antérieurement distinctes de l'urticaire au froid, du syndrome de Muckle-Wells et du SINCA, qui sont devenus comme un continuum d'expression d'une même, maladie en fonction de sa sévérité et donc l'équipe de Dan Kastner du NIH propose en 1999 dans la revue Cell le terme de maladie auto-inflammatoire pour décrire ce groupe de syndromes dont le mécanisme pathogénique repose sur une activation excessive de l'immunité innée. Au même moment, en parallèle, la génétique fait un bond pour décrire des mutations dans les gènes de l'immunité innée touchant des protéines intervenant dans les voies de signalisation ou d'activation des cytokines. Et donc, ces maladies commencent un petit peu à vraiment se différencier. On voit leurs caractéristiques et elles se distinguent vraiment des maladies auto-immunes
par l'absence d'auto-antigènes ou d'anticorps dirigés contre le soi et l'absence de lymphocytes B et T spécifiques d'auto-antigènes. Elles font intervenir des cellules de l'immunité innées comme les neutrophiles et les macrophages, à la différence des maladies auto-immunes qui font intervenir des cellules de l'immunité acquises. Elles sont caractérisées par des épisodes récurrents prédictibles, néfastes pour le sujet, et la compréhension des syndromes auto-inflammatoires s'est beaucoup enrichie depuis cette description initiale à la fin des années 1990. Et on décrit maintenant ces maladies auto-inflammatoires selon la cascade cytokinique qui va être impliquée. Donc on distingue maintenant 4 grands groupes de maladies auto-inflammatoires. Tout d'abord, celles qui passent par la voie de l'interleukine 1, comme dans le cas de nos maladies historiques, les inflammasomopathies. Ensuite, il y a celles qui passent par la voie de l'interféron, comme des maladies comme le SAVI ou le Candle, qui sont des maladies appelées interféronopathie. Troisièmement, il y a la voie de NF-κB, comme pour la déficience en ADA2 ou en l'haploinsuffisance A20. Et il y a un quatrième groupe plus hétérogène où sont impliqués d'autres déficits enzymatiques. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette compréhension des maladies, c'est que ça oriente vers une piste thérapeutique en fonction du mécanisme pathogénique retrouvé. Donc, c'est ça, si je comprends bien, hein, l'avancée avec ces catégories-là, c'est que chaque catégorie est liée à une cytokine puis à un traitement potentiel quand on est capable de l'identifier. Tout à fait, c'est vraiment des avancées qui permettent d'avoir de la médecine plus personnalisée, pour, chaque maladie, chaque patient, en fonction de son mécanisme, de protéines impliquées. Et c'est vraiment un grand avancement pour les patients. Puis maintenant qu'on a parlé un peu, bon, des voies cytokiniennes, de comment que ça pouvait influencer les traitements, vous avez même nommé quelques maladies. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des manifestations que ces patients-là vont avoir pour nous donner une petite idée de quand on les croise en clinique, à qu'est-ce qu'on devrait penser? Bah, c'est sûr que le diagnostic doit être évoqué devant un ensemble de signes cliniques. Celles qui sont, le mieux décrites, certainement aussi les plus fréquentes, c'est les inflammasomopathies, les maladies initialement, décrites. Et il y a classiquement une récurrence de la fièvre, bien que certaines de ces maladies ont ou peuvent évoluer vers une expression apyrétique et plus chronique. En fait, il faut être un enquêteur minutieux et s'attarder à faire une histoire précise de la rythmicité des symptômes, le nombre de jours de fièvre et sa récurrence. Il faut être à l'affût aussi de nombreuses autres expressions de l'auto-inflammation et tout particulièrement les signes cutanés. Il s'agira d'un infiltrat neutrophilique, par exemple, dans les maladies médiées par l'interleukine 1, sous forme de pseudo-urticaire ou de pustulose. Dans le cas des maladies médiées par l'interféron, on observera des paniculites, des lipodystrophies, des lésions cutanées vasculitiques. Et bien sûr, selon les maladies, d'autres organes vont être impliqués. Les patients peuvent avoir des atteintes articulaires, neurologiques, oculaires, pneumologiques ou encore osseuses caractéristiques. Il faut également évoquer ce diagnostic devant une arthrite palindromique ou qui ne répond pas au traitement biologique essayé. Il faut penser aussi à un syndrome auto-inflammatoire devant un tableau familial similaire ou des membres de la même famille qui vont présenter différentes atteintes d'un même syndrome. Donc, c'est quand même une expression clinique très variée. On parle de maladies qui peuvent être très différentes les unes des autres. Et ce qui reste quand même le plus classique, c'est notre association fièvre récurrente et atteinte cutanée avec d'autres signes pour nos inflammasomopathies. Puis en se basant sur votre expertise, comment vous procédez pour faire ces diagnostics de syndrome auto-inflammatoire? Est-ce qu'il y a des étapes dans votre démarche diagnostique? C'est sûr que, notre tableau clinique va nous orienter. Après, il y a peu de choses qui soient spécifiques, en particulier au niveau biologique. Ces maladies se présentent avec des paramètres inflammatoires non spécifiques. On va avoir une, augmentation plus marquée de la protéine C réactive et de la protéine sérique amyloïde A quand elle est activée par l'interleukine 1 ou l'interleukine 6. Quelques examens complémentaires peuvent s'avérer pertinents comme, la recherche d'acide mévalonique, les recherches des acides aminés urinaires, le dosage de l'immunoglobuline D. Une biopsie cutanée peut être intéressante pour mettre en évidence l'infiltrat neutrophilique d'un pseudo-urticaire d'une inflammasomopathie et appuyer un diagnostic clinique en le différenciant de l'atteinte d'un urticaire classique à éosinophile. Par ailleurs, il y a l'analyse génétique qui permet parfois d'identifier la mutation pathogénique et la protéine impliquée.
Dans le cas d'une mutation de signification indéterminée qui semble particulièrement intéressante quand elle est confrontée à la présentation clinique, on a parfois accès à une étude fonctionnelle de la protéine impliquée pour confirmer son implication. Cela va permettre de valider et de mettre en évidence un gain de fonction dans le cas des gènes qui activent l'inflammation ou au contraire une perte de fonction de voie inhibitrice. Heu, un autre, élément qui peut être intéressant, c'est la signature interféron. Ça peut être une aide au diagnostic dans nos interféronopathies, bien qu'une maladie très active puisse parfois avoir une signature interféron non contributive. Un autre élément intéressant, c'est les profils cytokiniques sanguins, qui sont un outil à considérer, mais l'analyse s'avère souvent complexe. Ils sont parfois décevants car ils sont, non spécifiques et la plupart du temps, plusieurs cytokines de groupes d'activation différents vont être hautes et puis ils sont influencés par les thérapeutiques déjà utilisées. Par contre, au niveau de la recherche, on a les profils cytokiniques qui sont réalisés sur les cellules, les PBMC. C'est encore du domaine, bien sûr, de la recherche et ce sont des outils d'avenir pour une médecine personnalisée qui guidera le diagnostic et ciblera la médication la plus appropriée à chaque patient. Puis si je peux me permettre, puis c'est probablement le futur en effet parce qu'un des problèmes, il y a multiples problèmes avec les panels de cytokines dans le sang, mais c'est très dynamique, hein, puis si le patient se retrouve à faire une infection avant d'aller faire sa prise de sang, mais l'activation immunitaire qu'on détecte, c'est celle de la c'est de l'infection et pas nécessairement de la maladie de base sous-jacente. Donc il y a beaucoup de facteurs confondants quand même avec les panels de cytokines. Oui, tout à fait. Donc définitivement, la piste de le faire sur les cellules du sang périphérique extraites puis stimulées est probablement vraiment une des voies d'avenir. J'espère qu'on va voir cette technologie-là se développer. Donc, vous avez glissé un mot sur le fait que c'est des maladies génétiques. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la contribution génétique à ces maladies-là? Est-ce que c'est des maladies qui souvent sont dominantes, récessives? Comment vous naviguez un peu à travers tout ça? Puis comment vous faites pour avoir accès à la génétique? Depuis 1997, l'année où, ont commencé à être décrites les mutations, en particulier là dans le gène, MEFV impliqué dans la fièvre méditerranéenne familiale, la ligne du temps des découvertes génétiques est foisonnante et impressionnante. Beaucoup de nouvelles descriptions. On a accès, à l'heure actuelle à des panels qui nous permettent de tester plusieurs, gènes en même temps. Et parfois, un trio avec une recherche extensive sur tout l'exon peut être proposé au sujet atteint et à ses patients, mais ça c'est plus difficile d'avoir accès à ce type de propositions. Mais malheureusement aussi, ce qu'il faut savoir pour nos patients, c'est que l'analyse génétique demeure décevante. Moins de 30 des patients vont pouvoir avoir une confirmation de leur maladie par la mise en évidence de la mutation pathogénique. Certains patients aussi vont débuter leur maladie à l'âge adulte, soit parce que leur forme est de développement clinique plus tardive, soit parce qu'ils sont porteurs d'un mosaïcisme, comme il a été décrit dans le Vexas. Donc en fait, cette partie génétique est quand même très complexe, à analyser, pour tirer, des conclusions sur, la pathologie, heu, impliquée. Puis est-ce que vous avez de l'aide de d'autres spécialistes? Est-ce que vous travaillez avec la génétique, par exemple? Oui, c'est vraiment intéressant d'avoir leur aide pour, l'interprétation des résultats des variants des mutations de signification, inconnues, des accès à l'analyse de l'exon. C'est vraiment important de travailler en équipe pour mettre tous nos connaissances, ensemble. Ouais, je suis vraiment d'accord avec vous. Nous aussi, on travaille avec la génétique quand on a affaire à ces cas-là. C'est très important pour permettre de réinterpréter les cas puis de trouver les mosaïcismes quand il y en a. Et donc, vous venez de nous parler de la génétique et puis de l'importance de la génétique. Pouvez-vous me dire un peu comment vous faites le pont entre la génétique puis les traitements dans le contexte où vous nous avez parlé de différentes catégories de syndromes auto-inflammatoires? La génétique nous permet de mieux comprendre la voie, de cytokinique impliquée dans la pathologie du patient et d'orienter donc les traitements. Les traitements, historiquement utilisés ont été la colchicine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les corticoïdes, avec malheureusement des développements de dépendance et d'effets secondaires aux corticoïdes.
Ensuite, historiquement, il y a des essais qui ont été faits avec les traitements utilisés dans les maladies rhumatologiques, comme le méthotrexate, qui ont été très décevants. L'arrivée sur le marché des différents biologiques a révolutionné la prise en charge de ces patients et a même permis de mieux comprendre ces maladies. C'est très intéressant parce que, par exemple, l'utilisation empirique des anti-interleukine 1 lors de leur mise, en marché à la fin des années 90 chez les patients avec des inflammasomopathies a permis de comprendre la place centrale de l'interleukine 1 dans la physiopathogénie et avec l'authentification, par exemple, de mutations génétiques et l'identification de la cascade inflammatoire concernée, on peut orienter maintenant mieux le traitement. Cela demeure la plupart du temps, malheureusement, des prescriptions hors indication. Il faut vraiment, bien cibler, les besoins du patient et tous les patients ne répondront pas à ces thérapeutiques, même si, intellectuellement, on pense qu'elles seraient, justifié par rapport au mécanisme. Par exemple, s'il s'agit de maladies médiées par l'activation de l'interleukine 1, on attend une bonne réponse aux inhibiteurs de l'interleukine 1, comme le canakinumab ou l'anakinra. On parle ici des inflammasomopathies de notre groupe historique. S'il s'agit de maladies empruntant la voie de l'interféron, on attend une bonne réponse aux inhibiteurs des JAK, à l'anifrolumab ou peut-être même la nécessité d'avoir recours à une greffe. Et s'il s'agit de maladies médiées par NF-κB, on pourra tenter un traitement par inhibiteur du TNF. On a quand même des avenues thérapeutiques, qui apparaissent sur le marché et qui sont, prometteuses pour les patients. Je comprends. Donc vraiment, une catégorie, puis une modalité de traitement à favoriser. C'est un peu comme ça que ça se dessine pour l'instant. Oui. C'est ce que je comprends. Donc, mais maintenant qu'on a parlé des traitements, puis vous avez une expertise quand même en syndrome auto-inflammatoire, vous avez vu la vague des traitements arriver. Ça ressemble à quoi aujourd'hui les pronostics pour nos patients avec des syndromes auto-inflammatoires? Est-ce que vous avez eu quelques cas que vous pouvez nous partager? Comment qu'ils évoluent maintenant avec les thérapies modernes? C'est sûr que les agents thérapeutiques présentement accessibles ont drastiquement amélioré la qualité de vie et l'évolution de nos patients. J'ai par exemple un patient porteur d'un 5K sévère qui s'est présenté avec une atteinte méningo-encéphalitique extensive à la naissance, qui est rendu maintenant à l'âge de 11 ans. Il va très bien, il a un développement approprié pour son âge, une intégration sociale, il fait du sport, il va à l'école, il vient de commencer son secondaire. Il a une belle qualité de vie, pas d'atteinte osseuse ni d'autres complications et et garde une réponse soutenue aux anti-interleukine 1 qui sont prescrits depuis ses 3 semaines de vie. C'est des patients avant qui avaient vraiment un pronostic, très réservé, avant la venue des anti-interleukine 1 et on voit là avec l'évolution qu'on a changé la vie des patients grâce à ces médicaments. C'est sûr qu'il y a toujours un risque d'échappement au traitement, d'un besoin progressivement plus important en termes de dose et puis, c'est sûr que c'est des traitements qu'on connaît, dont on connaît des fois peu les influences à long terme. Là, les périodes de grossesse sont à gérer chez nos jeunes filles avec des médicaments parfois relativement nouveaux dont on ne connaît pas encore les effets potentiels sur le fœtus. Donc on se retrouve encore à découvrir des choses pour l'avenir de nos patients. Mais on a vraiment la chance d'être dans une période faste en développement pharmaceutique, de biologique et de nouveaux processus d'action médicamenteuse, comme les inhibiteurs de JAK récemment, l'anifrolumab, les anti-interleukine 18 qui devraient, arriver sur le marché. La place de la greffe va certainement aussi se développer pour certaines de ces maladies. En fait, le pronostic de nos patients s'améliore sous nos yeux. On vit des arrivées thérapeutiques, avec, beaucoup d'espoir et de soulagement pour les patients qui répondent pas encore aux médicaments accessibles présentement. Complètement. Je peux pas être plus d'accord avec vous. Puis, avec tous ces nouveaux traitements-là, selon vous, c'est quoi les challenges auxquels nos patients sont encore confrontés? C'est quoi les défis majeurs que nos patients font face ou que les médecins font face quand on essaie d'adresser les syndromes auto-inflammatoires? C'est sûr qu'il persiste un grand défi diagnostique, hein. On a encore, on voit que la génétique nous aide et que c'est intéressant, mais que moins de 30 de patients vont en bénéficier, pour l'aide au diagnostic et on a un défi d'accès aux médications pour ces maladies rares. Certaines provinces demandent une preuve génétique du diagnostic pour couvrir le traitement et malheureusement,
c'est ça, moins de 30 des patients vont avoir un diagnostic génétique. Beaucoup de mutations génétiques, retrouvées présentement sont dénommées donc des variants de signification incertaine. Il faut alors authentifier son intérêt dans le tableau clinique particulier d'un patient. Quand ça nécessite une validation par étude fonctionnelle d'une protéine impliquée, va falloir avoir recours à des réseaux, de recherche internationaux très pointus qui se penchent sur cette protéine particulière. C'est difficilement accessible, c'est coûteux, mais c'est extrêmement précieux au diagnostic. Donc, favoriser la recherche, et les résultats qui en découleront est primordial. Avoir des réseaux internationaux et des accès plus faciles, serait, vraiment intéressant. Et du côté des traitements, les développements se font dans la recherche en thérapie génique pour obtenir une correction génique ciblée, comme par exemple dans le cas des SAVI. Heu, Puis les défis des mutations gain de fonction que l'on retrouve souvent dans les maladies auto-inflammatoires commencent aussi à être adressés. Donc, il y a encore beaucoup de recherches à faire et le remboursement des médicaments par lui-même est un enjeu. Il faut souvent, se justifier, se battre un peu auprès des organismes payeurs pour obtenir les médicaments, dont nos patients ont besoin. Je suis d'accord. Puis je remarque que dans les dernières années, par contre, on a peut-être un accès qui est quand même plus facile au fur et à mesure que les connaissances se développent, puis que les payeurs sont plus au fait des nouvelles mutations et de leur association. Oui. Dans les dernières années, ça a été quoi les avancées que vous avez vues qui ont le plus marqué le domaine, à votre avis? Je pense que les grosses avancées, c'est les avancées génétiques. Bien qu'il reste, un nombre de patients très limité, il y a beaucoup plus de généticiens qui sont, impliqués. Il y a beaucoup plus aussi, côté, immunologue, de coopération pour, l'intrication entre, l'auto-inflammation et des régulations, immunologiques qui sont associées, donc on travaille beaucoup là-dessus, on comprend mieux ça, on traite mieux ça. Donc je pense que l'avancée de la compréhension de ces maladies et des différentes, conséquences de ces maladies sur le système immunitaire sont, cruciales pour orienter nos prises en charge. Est-ce que vous avez des ressources à recommander aux patients, à leurs familles ou à nos collègues médecins qui ont un intérêt pour les syndromes auto-inflammatoires ou qui en croisent dans leur pratique? Ça reste des maladies rares, et bien que regroupées sous un même nom de maladie auto-inflammatoire, chacune de ces maladies, chaque patient a ses propres enjeux. Donc, il faut vraiment comme y aller à la pièce et le gros défi de la population francophone au Canada demeure l'accès à de l'information en français. Il faut parfois se tourner vers des ressources, qui proviennent de la France, en particulier les capsules formatrices sur YouTube de la FAI2R, la filière de santé française des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares. Ces capsules sont très bien faites. Elles informent, ça accompagne et soutient les personnes atteintes et c'est une ressource disponible en français. Bien sûr, il y a des personnes qui vont être, bilingues et qui sont capables d'avoir accès à des ressources disponibles en anglais, comme dans le réseau auto-inflammatoire canadien. Les organisations de maladies rares, plus générales qui peuvent aussi offrir du soutien et de l'information, sur ces maladies-là. C'est des ressources qui sont diversifiées quand elles sont en anglais, mais qui sont beaucoup plus, rares en français actuellement. En effet, on nous manque cruellement de données en français ou de choses traduites en français. Donc, pour finir, dites-moi, où voyez-vous le futur pour les syndromes auto-inflammatoires? Toujours continuer à mieux comprendre toutes ces maladies qui permettent maintenant de mieux les soigner. Depuis leur description, plus précise il y a environ 25 ans maintenant, l'évolution a été formidable tant dans la compréhension de la pathogénie que dans l'accès à des thérapeutiques. Donc il faut absolument les rechercher, les diagnostiquer au meilleur de nos connaissances, actuelles pour offrir cette opportunité à nos patients. La génétique devient de plus en plus performante et accessible. On parle de panels, il y a 10 ans qui comprenaient 7 gènes, maintenant on en a 350, à la place, donc on a quand même des ouvertures, de ce côté-là. Faut espérer que ça va offrir plus de possibilités diagnostiques côté génétique. La recherche d'outils diagnostiques comme les profils cytokéniques, sur les cellules, comme les PBMC, en mettant en évidence une surproduction de certaines cytokines permettra d'aider au diagnostic et d'orienter encore mieux les traitements vers une médecine personnalisée.
Nous vivons encore des révolutions thérapeutiques, comme pour les maladies auto-immunes avec l'utilisation des CAR T-cells. On a le développement des greffes, de la thérapie génique. Cet avenir thérapeutique, est-ce qu'on peut commencer à rêver de guérison pour les maladies auto-inflammatoires? C'est une question qui va se poser dans l'avenir. Donc, je pense qu'on a encore un futur, prometteur pour les maladies auto-inflammatoires. Vraiment, avec toute cette évolution-là, autant au niveau diagnostic, thérapeutique, une meilleure compréhension, je pense que le futur est quand même brillant pour les maladies auto-inflammatoires. Donc, cher docteur Chetaille, c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur ce podcast autour de la rhumatologie sur les maladies auto-inflammatoires. Je vous remercie infiniment d'avoir participé. Merci pour cette invitation. C'est ce qui conclut notre épisode d'Autour de la rhumato. Si vous avez des questions, des commentaires ou des idées pour de futurs épisodes, envoyez-nous un courriel à info@commercialroom.ca ou contactez-nous sur X, anciennement Twitter. Notre nom d'utilisateur est @commercial_crashroom. Autour de la rhumato est produit par Jean-Sébastien Marié, David McGuffin, le Dr Dax Ramsey et Erin Stewart. Nous tenons à remercier le comité des communications et le personnel à la SRC pour leur travail. Et bien sûr, un merci tout spécial à notre invitée, la Dr Anne-Laure Chetaille. Notre indicatif musical a été composé par Aaron Fontwell. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous une note et abonnez-vous afin de ne pas rater nos prochains épisodes. Vous pouvez également partager ce balado avec vos collègues et faire connaître sur les réseaux sociaux. Je suis Hugues Allard Chamard, merci d'avoir été à l'écoute.